dans le cadre de la formation consultant libre, il y a les deux mots, il y a consultant et il y a libre. Et même en temps de crise, en fait, on peut s'en sortir en tant que consultant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir François Lavallée, dont vous allez deviner l'origine géographique dans quelques instants. François, est-ce que tu peux nous dire déjà un peu ton parcours professionnel? Alors là, tu me lances un défi. Je dois parler d'une façon plus adéquate. En fait, non, c'est correct. Je suis québécois, alors vous allez vivre avec mon accent. Je ferai aucun effort. Ceux qui ont des difficultés à me comprendre, il y a un dictionnaire qui traduit le français au québécois et du québécois au français. Il y a 7 pages. Ah, c'est correct. Alors, le défi est lancé. Je vais parler à la québécoise. Alors, mon parcours est un peu inhabituel. Aujourd'hui, je dis que je suis un biologiste organisationnel. Ce qui faisait beaucoup sourire les gens quand j'ai commencé à m'affubler, est-ce qu'on dit ça, affubler de ce nom-là, il y Joli. a quelques années. Euh, j'ai vraiment une formation de biologiste, mais une biologiste moléculaire. J'ai fait une maîtrise en biologie moléculaire dans les années 80. Et pendant 3 ans, j'ai étudié la structure de la chromatine, donc l'ADN, pour une protéine qui fait uriner des rats. En fait, j'étudiais le rat, mais cette protéine-là existe chez l'humain aussi, c'est le facteur natriurétique auriculaire. Alors là, on est dans le très, très technique. Mm. Et ma maîtrise, c'était d'identifier quels étaient les facteurs de transcription, comment les protéines régulatoires pouvaient justement permettre à ce gène-là de s'exprimer de façon normale et avec un potentiel de comprendre les problèmes d'hypertension chez l'humain. Mm. Bon, bref, quand on étudie le rat pissé pendant 3 ans, on apprend à être fluide. C'est ma première grande leçon de vie. Alors, ça a commencé ma carrière. Par la suite, j'ai travaillé dans le domaine industriel de la levure. Alors, pour les collègues qui sont en France et qui s'intéressent un peu à l'énologie, on vendait des levures de vin à tous les grands producteurs français, en fait, du monde entier. Et c'était fascinant d'aller justement dans les congrès où on parlait d'œnologie. Et là, j'ai découvert l'univers de l'œnologie et des spécialistes en vin qui étaient capables de décrire les arômes et les saveurs avec 77 mots différents. Alors que moi, finalement, je prenais du vin, puis tout ce que je trouvais à dire, c'est il est bon. Bref. Alors, ça a été 3 ans intenses là-dessus. Ensuite, je suis retourné à l'Université de Montréal comme chercheur. Et ça a été 2 belles années jusqu'à ce qu'on m'annonce que les subventions universitaires étaient coupées. Alors, du jour au lendemain, je suis passé de l'assistant de recherche qui était le mieux payé dans le département de microbiologie à un biologiste moléculaire sans emploi. Et là, j'ai compris que malgré ma grande fluidité, quand je suis arrivé sur le chômage, c'était de la liquidité que j'avais besoin. Mm. Et bizarrement, pour continuer l'histoire de liquide et de fluide, bizarrement, 3 mois plus tard, j'ai trouvé un emploi comme superviseur de production dans une usine pharmaceutique pour la division des liquides. Mm. Alors, il y a comme une Oui. vague qui se suit. J'ai fait ça pendant quelques années pour me rendre compte que, comme superviseur de production, je n'avais pas vraiment de talent. J'étais beaucoup trop axé vers les résultats, passé vers l'humain. Et bizarrement, je suis devenu un formateur plutôt qu'un superviseur. Et ça, c'est en 96 et je suis jamais revenu à autre chose que de la formation, de l'éducation, de l'enseignement, du coaching, de l'accompagnement. Alors, de 96 à 2005, j'ai été superviseur et gestionnaire de formation dans les grosses industries pharmaceutiques, l'industrie pharmaceutique américaine typique, avec des centaines d'employés dans les usines et une gestion de la formation qui était assez traditionnelle, mais toujours avec une pensée vers les résultats et l'humain, et non pas seulement cocher des petites cases pour dire qu'on avait fait les bonnes choses. En 2005, les mandats devenaient moins intéressants. J'ai décidé de lancer mon entreprise que j'ai appelée Aliter Concept. Aliter, c'est un mot latin qui veut dire autrement. On connaît alter ego. Mhm. Aliter, c'est comme une déclinaison latine. Je n'ai jamais fait de latin d'ailleurs. Mm. Alors, Aliter Concept pour dire que ce que je fais, c'est autrement. Ça semble être du bluff jusqu'à un certain point. Tout le monde dit, ah oui, mais avec moi, c'est différent. Mais pour moi, c'est important de dire que je n'utilise pas les techniques traditionnelles. Je n'ai pas un parcours traditionnel. Et je suis passé de biologiste moléculaire à biologiste organisationnel parce que après 10 ans de business, je me suis rendu compte que dans le fond, ce que je faisais était très similaire aujourd'hui à ce que je faisais il y a longtemps. C'est-à-dire, avec les rats, avec les molécules, avec l'ADN, c'était des protéines qui interagissaient ensemble pour
dans le fond, faire exprimer l'ADN de la cellule d'une façon saine et efficace. Et j'ai réalisé que dans les entreprises, les molécules, c'est des gens. Mhm. L'ADN, c'est le code d'éthique, le code de déontologie, les procédures. Et puis, il fallait que les gens interprètent les procédures pour créer un produit, un service. Et la seule façon pour cette compagnie-là de réussir, toutes les compagnies, c'est quand les gens interagissent. Alors, je dis que la biologie organisationnelle, c'est la science des interactions humaines. Et alors, donc, je pense que tu es intervenu pour pas mal d'entreprises. Euh, Oui. l'un des défis quand on est entrepreneur, c'est de trouver des clients et de développer. C'est quoi un peu, toi, tes conseils, tes secrets par rapport à ça, par rapport au développer un business de consultant? Un de mes collègues consultants un jour m'a dit, si tu veux manger, il va falloir que tu ailles à la chasse. Si tu ne tues pas, tu ne manges pas. Mhm. Alors, beaucoup de gens m'appellent puis ils me disent, ah, ça m'intéresse, je veux me lancer en consultation. La première question que je leur pose, c'est, est-ce que tu aimes la chasse? Mhm. Et souvent, les gens me disent, ah, ben moi, tu sais, faire de la sollicitation, appeler des clients à froid, c'est pas tellement mon fort, je préfère qu'ils m'appellent. Ouais, moi aussi. Moi aussi, je Oui. préfère qu'ils m'appellent. Mais j'ai eu la chance de faire partie d'un réseau de formateurs quand j'étais en formation pharmaceutique. Quand j'ai démarré mon entreprise, le réseau voulait que je m'occupe d'eux encore. J'étais le président de l'association à cette époque-là. Donc, mes premiers clients, ça a été de contacter mes anciens collègues du réseau et de dire, est-ce que tu as besoin de moi? Mhm. Aimerais-tu que je fasse quelque chose? En fait, j'ai eu encore plus de chance que ça parce qu'un de ces contacts-là du réseau m'avait appelé avant même que je lance mon entreprise et demandait des références pour un formateur externe pour aller les aider. Et on dirait que les étoiles se sont alignées, tout a cliqué dans cette 5 secondes-là. J'ai carrément demandé à cette personne-là, si c'était moi le formateur, est-ce que tu m'engagerais? Mhm. Et puis on m'a dit, oui, je t'engagerais pour les 3 prochaines années, pas pendant un an à chaque fois, Mhm. mais je t'engagerais au moins 3 fois pour que tu viennes former les gens. Et là, j'ai calculé et je me suis dit, bon, ben si les gens sont prêts à payer ça pour moi, puis que j'ai déjà comme une promesse de business récurrente, pourquoi pas? Et je t'ai vu faire ce signe-là. Oui. C'est-à-dire que consultant, ça passe par le téléphone alors, les secrets pour avoir du business? Ça passe, en fait, ce premier contact-là, on l'avait fait dans nos rencontres en face à face. Et puis, ça s'est réglé très, très rapidement par téléphone. Mais le secret de cet appel-là, qui était très court, c'est parce qu'on avait... Alors, le secret de la consultation, comme dans n'importe quelle vente, je crois que c'est bâtir d'abord la relation. Mhm. Et pour reprendre les paroles d'une sage en management, Mary Parker Foley, qui est décédée en 1927, je crois, ou 32, en tout cas, ça fait 100 ans. Assumons que ça fait 100 ans qu'elle n'est plus. Et puis elle dit, quand on entreprend une relation, on ne devrait jamais commencer une relation avec un objectif précis en tête, autre que celui de bâtir la relation. Mhm. Mhm. Et ça, c'est comme une dichotomie parce que d'un côté, on veut avoir le contrat, on va avoir le mandat, on va avoir la mission que notre client va nous apporter. De l'autre, quand on rencontre le client, tout ce qu'il faut avoir en tête, c'est comment est-ce que je peux arriver à connaître cette personne? Mhm. Et puis, s'il y a un clic, ben, peut-être qu'on aura la permission d'aller plus loin et de parler de ses besoins d'affaires. Donc paradoxalement, tu dis que pour réussir à faire du business, il faut partir sans intention. Ouais, En tout cas, la seule intention, c'est celle de créer la relation. oui. Et ça devient particulièrement difficile quand il n'y a eu aucun mandat, aucune entrée de revenus pendant des semaines, voire des mois. Mhm. Et puis là, ben, là, on appelle les clients et on lui dit, non, non, je veux pas vraiment avoir de mandat. Je veux juste savoir comment ça va, comment... Ouais. Et là, ça marche pas. Il y a Mhm. comme une aura d'incertitude et d'ambiguïté autour de nous quand on appelle un client pour avoir un mandat. On n'a pas besoin de parler. Le client le sent. Et comment faire à ce moment-là, justement, parce que tu es en train de parler du stress auquel sont confrontés beaucoup de consultants quand ils sont en particulier en manque de business, et on va sentir tout de suite qu'ils sont ensemble. Donc, comment faire? C'est... C'est fou. Et je peux te dire, après 15 ans en affaires, il y a eu des vagues, des moments difficiles, surtout pendant les premières années où je comprenais absolument pas pourquoi, soudainement, la business
tombait à plat. Mm. Bon, par la suite, j'ai compris que c'était l'été, le temps des vacances, et que tout le monde était dans la piscine, et personne ne répond au téléphone quand François appelle. Mais les premières années, je me disais, pourquoi est-ce que l'été, il se passe rien? Vraiment, j'étais idiot à ce point-là. À un moment donné, j'ai compris que si eux sont en vacances, moi, je pourrais prendre des vacances aussi, mais en même temps, je pourrais en profiter pour développer des choses. Mm. Écrire, réfléchir, penser à des nouveaux produits, à des nouvelles stratégies. Donc, cette vacance-là forcée m'a permis de me resituer, me recentrer. Puis, je dis ça, mais quand c'est arrivé les premières fois, puis il n'y avait aucun revenu pendant des mois et des mois, disons qu'après la première crise, j'ai compris que à chaque crête de vague, il y aurait un creux. Mais pendant la crête de vague, l'euphorie d'encaisser un chèque de plusieurs milliers de dollars, ça ne veut pas dire de le dépenser. Mm. Mhm. Et donc, le concept de la cigale et la fourmi est toujours vrai. Donc la Il faut gestion de toujours... la gestion de la trésorerie, c'est très important quand on est consultant. Ah, c'est fou, c'est fou. Même quand on pense avoir besoin de l'ensemble du montant, il faut toujours en garder de côté, bon, pour payer ses impôts d'une part, mais Mm. aussi parce que c'est clair qu'après la crête, il va y avoir un creux. Mm. Et ça m'intéresserait aussi que tu partages un peu ton expérience par rapport à cette crise qu'on traverse, la crise du coronavirus, parce que tu m'as confié récemment que toi, tu as fait une très belle année 2020 avec beaucoup de business, Ben oui. alors que on entend que c'est la crise pour beaucoup et que les consultants ont plus de travail. C'est quoi tes... c'est- Oui, ben, il y a deux aspects. Il y a un aspect technologique, puis il y a un aspect aussi, moi j'appelle ça mes scénarios catastrophes. L'aspect technologique, c'est rapidement s'adapter à cette nouvelle technologie-là qui est, bon, on utilise Zoom aujourd'hui, mais il y avait Skype depuis une dizaine d'années. Moi, j'ai toujours été beaucoup à l'affût des nouvelles technologies. Je changeais mon ordinateur à toutes les 2 ou 3 années pour être certain que d'avoir la meilleure performance possible. J'essaye plein de choses technologiques, que ce soit une souris sans fil pendant les présentations, que ce soit des animations spéciales pendant les présentations. Alors, j'ai toujours eu cet aspect-là. Donc, quand il y a eu le transfert technologique cette année de dire maintenant on va utiliser des vidéoconférences, ben ouais, Mm. je me suis acheté une meilleure chaise, j'ai acheté des lumières devant moi pour m'éclairer, puis un écran vert, mais j'avais pas de, j'avais pas de rupture. Mm. La deuxième chose, au niveau des scénarios catastrophes, c'est que je suis toujours en train d'imaginer qu'est-ce qui va arriver si soudainement j'ai pas de clients. Qu'est-ce qui va arriver si soudainement le service que je leur offre, il n'est pas acceptable. Alors ça, j'ai appris au fil des ans à rapidement, on dit au Québec, se retourner sur un 10 sous ou sur une pièce de 10 centimes. Alors, quand c'est arrivé, et au Québec, on a eu les premières indications de confinement le 12 mars 2020. Mhm. Je dis 2020 parce que quand on va écouter cette interview-là dans 100 ans, il faut que les gens se replacent. Alors, il faut être positif, hein? Il faut être Oui. positif, avec des hanches artificielles, des yeux en métal, mais bon. Euh, donc, le 12 mars, on avait l'annonce de notre premier ministre. Le 13 mars, j'ai écrit à mes clients pour leur demander si ils trouvaient plus raisonnable qu'on reporte un peu la rencontre qui était prévue le 19 mars, Mhm. donc une semaine plus tard. Et tout le monde a dit, ben oui, on va reporter. Mais moi, le 19 mars, je regardais l'évolution de la maladie et de la pandémie. J'ai réécrit à mes clients. J'ai dit, bon, j'ai dit, est-ce que dans 2 semaines, vous seriez prêts à ce qu'on fasse une conférence virtuelle parce que ça ne sera pas possible en physique? Et les gens m'ont dit, non, non, on va attendre un peu. On va attendre que ça revienne normal pour faire la rencontre en face à face. Je leur ai laissé une semaine de plus. Mhm. Et là, tout de suite, je les ai avertis. Je dis non, non, non. Je dis voici ce qu'on va faire. On va remplacer la rencontre de 8 heures par 3 rencontres. 2 heures, 3 heures, 3 heures. Et je n'ai pas laissé de choix. Mais là, j'étais déjà prêt à faire des remboursements. Mhm. Parce que moi, j'imposais cette chose-là. Mais moi, j'étais prêt. Et parce que j'étais prêt, quand on a fait les premières rencontres, j'ai modifié ma façon de gérer ma rencontre pour que ça soit acceptable en virtuel. Donc, tu es capable Donc, de il y a l'aspect. flexibilité. Oui. Ben, c'est ça. Il y a une flexibilité mentale, c'est ce que j'appelle mes scénarios catastrophes. Puis il y a une flexibilité qui est physique et technologique, si on veut, de dire je dois m'adapter.
Oui. Je dois faire ma mise à jour sur mon système. Je dois aller vers le nouveau système. Je Mm, dois changer d'ordinateur et ne pas accepter le ralentissement. mm, Ces deux aspects différents sont quand même reliés, mm, mais j'ai comparé aussi avec des gens autour de moi qui ont eu de la difficulté mhm. et qui ont encore de la difficulté dans certains cas, et c'est souvent revenu à ça. Ben moi, j'aime pas le virtuel. Ah, Je comprends pas. C'est quoi, j'aime pas? Ta situation a changé. mm, Que tu n'aimes ou que tu n'aimes pas, la situation a changé, tu dois t'adapter. c'est pas très vrai. Si tu t'adaptes pas, tu meurs, puis malheureusement, puis là, je vais être vraiment méchant, mais si tu veux pas t'adapter, je peux pas t'aider. Mm, c'est très vrai. Et si tu devais inviter des candidats consultants, des gens qui hésitent, tu vois, qui sont en entreprise, qui se disent ah, j'irai bien, ou bien qui viennent de se faire licencier, qui disent oui, mais bon, il n'y a pas de place pour les consultants. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour oser en fait sortir de la zone de confort et puis tenter leur chance? En fait, je pense que tu as déjà identifié la réponse, c'est sortir de sa zone de confort. Mm, Pourquoi moi, j'engagerais un consultant qui fait la même chose que l'autre à côté? Qui m'appelle ou qui m'envoie des courriels qui sont exactement les mêmes que l'autre à côté, aussi irritants et aussi nombreux. Pourquoi je ferais ça? Alors, moi, quand j'ai fondé ma compagnie, et là, c'est très autobiographique, là, mais quand je disais Aliter Concept autrement, ben, j'ai jamais accepté de faire les choses comme les autres. À un point tel qu'un jour, quelqu'un m'a appelé et quand il a entendu mon message vocal, il a laissé comme message: bon, c'est très comique ton message vocal, mais c'est pas très professionnel. Et j'avais beaucoup confiance en cette personne-là. Et là, j'ai pris son conseil qui me disait comment écrire mes courriels, comment euh, faire mon message vocal. Et là, je suis devenu sérieux, mm, professionnel, comme tous les autres. Et à l'espace de 3 mois, je me suis rendu compte que mon moral descendait et était maintenant au niveau du plancher, que j'avais plus aucune couleur, aucune saveur. Et puis, est-ce qu'on a le droit d'être vulgaire dans tes entrevues? oh, on est soi-même. Ah, ben oui, puis en fait, je suis québécois, donc on le passera sur le dos des Québécois. Et là, je me suis dit, fuck you. Mm, Carrément, j'ai dit, va te faire foutre. Moi, ce que je veux, c'est être moi, mm. avec ma couleur, ma saveur, ma façon de faire les choses. Puis si tu la comprends pas, ben, tu mérites pas d'avoir mon service. Puis c'est pas de l'arrogance, c'est juste que je suis complètement inconfortable d'être confortable avec les choses ordinaires. Alors, quelqu'un qui veut faire la même chose que l'autre à côté, je vois pas pourquoi un client l'engagerait. Mm. D'avoir exactement le même service que l'autre à côté, avec la seule distinction de se faire dire oui, mais moi, c'est différent. Prouve-moi que c'est différent. J'entends ça, et d'ailleurs, ça va dans le sens de ce que je propose aux personnes qui suivent la formation consultant libre, c'est en fait, vous êtes unique, tu es unique, et c'est ça qu'il faut vendre. Oui. Maintenant, et donc je te rejoins là-dessus, maintenant, c'est là, en ce moment, c'est la crise, tout ça. Est-ce qu'on peut oser, tu vois? C'est aussi ça la question que se posent beaucoup de personnes qui sont entre deux. Est-ce qu'on peut oser Ouais, lancer sa consultation, tu veux ouais, dire? c'est ça. J'ai j'ai un fils qui est en train de développer un concept de restaurant. En fait, ça s'appelle un café-cocktail. Alors, lui, il va servir des cafés le matin, puis à partir de 16 heures, il va servir des cocktails. Et puis, il est en train de développer ça à Montréal pendant une pandémie où tous les restaurants sont fermés. Mm. Et je parlais à son comptable, qui est aussi le mien, et il disait, c'est vraiment pas un bon temps pour démarrer son entreprise. Et là, je lui ai répondu, est-ce que tu connais un bon temps pour démarrer une entreprise? C'est- Alors, moi, je dis, l'entrepreneur, pour être entrepreneur, il faut être un peu fou. Il faut avoir une aversion du risque qui est faible. En fait, une inconscience du risque jusqu'à un certain point. Avoir une structure mentale qui nous permet d'être assez discipliné pour gérer justement sa trésorerie. Mais il faut avoir aussi ce goût de l'aventure sans faire des choses idiotes, là. Je veux dire, on se prépare quand même à être consultant.
Que ça soit une marge de crédit, des outils financiers, il faut être capable de survivre. Mais en même temps, je prends l'exemple de l'oisillon qui se lance hors du nid et puis bâtit ses ailes en tombant, mm, mm, ou il meurt. mm, mm, Que ce soit maintenant ou plus tard, moi, je vois beaucoup de gens qui n'osent pas partir leur business, qui n'osent pas changer de carrière parce que, bon, il y a un bon plan de pension, puis des conditions intéressantes, puis finalement, je travaille pas tant que ça, puis l'entrepreneuriat, le mythe de dire tu vas travailler 85 heures ou 95 heures par semaine, moi, on m'a toujours dit il va falloir que tu travailles plus que jamais auparavant. Et moi, j'ai d'abord choisi un lifestyle, un style de vie. mm, Puis, je travaille entre 40 et 50 heures par semaine. mm, Puis, ben oui, je prends mes courriels la fin de semaine, comme tout le monde. mm, Puis, des fois, je travaille le samedi matin, exceptionnellement. mm. Mais autrement, le soir, j'arrive à la maison puis je relaxe. C'est ma, c'est ma seule façon de m'assurer que le lendemain, je sois en forme pour travailler. Alors, moi, j'ai choisi un lifestyle. J'ai choisi de lancer ma business lentement, qui a progressé doucement. Puis, je m'étais fixé des objectifs financiers qui ont pris du temps à réaliser. Mais j'ai commencé ma business en 2005, donc quelques années après les tours de New York, 2001. Et en 2008, il y a eu la crise financière mondiale que j'ai pas vu passer du tout. Moi, je travaillais, puis ça allait bien. Moi, ma crise a été en 2013. Mm. Alors, il n'y a pas de bon moment, de mauvais moment. Ce qu'il y a, c'est des bons clients ou des mauvais clients. Et Mm. un bon service ou un mauvais service. Et surtout, une bonne intention derrière la business ou une mauvaise intention. Puis je dis pas d'être méchant ou d'avoir un désir de frauder Mm. qui a aucun sens, mais c'est pourquoi, puis Simon Sénèque le dit, start with why. Pourquoi est-ce que moi, je veux démarrer une entreprise? Quel service je veux donner à qui? Pour quelle raison? C'est toujours la même chose. Je veux aider quelqu'un. Comment je peux le faire d'une façon qui est distincte, Mhm. qui est en ligne avec mes valeurs? Ok. Écoute, je trouve ça très intéressant tout ce que tu as partagé, hein, et ça rejoint vraiment ma philosophie aussi. Et en effet, tout en étant concret, parce que tu parlais du chasseur tout à l'heure, un entrepreneur qui se lance, qui se dit ça va tomber tout seul, ben, à mon avis, il faut qu'il revoie son plan parce que l'univers ne donne pas les contrats, il faut aller les chercher. Ouais. Et en même temps, se rapprocher de son why, comme tu disais avec Simon Sinek, et en ayant vraiment cette conscience que ce que je dois offrir, ça doit être moi-même, ça doit être unique, et même si c'est pas dans les, tu parlais tout à l'heure, on peut être très professionnel et rigoler, c'est pas interdit. Non. Au contraire, évidemment, ça veut pas dire, ça veut dire qu'on est aussi très rigoureux sur ce qu'on fait, Ouais. et rigoureux et proche de sa fibre. Écoute, je trouve que c'est plein d'enseignements ton histoire. C'était un dernier mot de la fin pour encourager des gens à Ouais. oser. Mais en fait, c'est savoir ce qu'on veut. Et je, quelqu'un qui m'appellerait pour me demander des conseils pour se partir en affaires et qui me dirait que son objectif, lui, c'est de devenir multimillionnaire en quelques années, c'est pas un objectif, ça. Mm, Puis je le dis, puis c'est très, très cliché, mais l'argent, c'est jamais un objectif. mm, L'argent, c'est un résultat, c'est le succès financier, c'est l'aboutissement d'avoir fait les bonnes choses pour les bonnes raisons. Puis oui, ça sonne cliché mm, au mm, max, mais c'est la réalité. Quelqu'un qui veut faire de l'argent, ben investissez en bourse, puis croisez-vous les doigts, mm, mais c'est pas une raison d'être pour moi. mm, Et c'est tellement vrai que pendant des années, j'avais écrit mon objectif financier, c'est d'atteindre tel montant de revenus après tant d'années, et puis tant d'autres années plus tard, ben, j'aurais tel autre plateau. Et pendant 2 ans, j'étais stressé. Pas parce que mon patron mettait de la pression, c'était moi le patron. mm, Mais j'avais cet objectif-là, puis je me rendais compte que j'arrivais pas à me rendre. Et puis à un moment donné, ben, j'ai dit, ben, tant pis, je vais faire ce qu'il faut, puis j'oublie que c'est un objectif. mm. Ça a pris 1 an, je l'ai rencontré. Alors, le stress qu'on se met
à atteindre un objectif, ben, il faut vraiment que l'intention en arrière soit la bonne et non pas juste d'atteindre l'objectif. L'objectif, c'est pas une fin en soi, c'est Ouais. un moyen pour aller ailleurs. C'est exactement. Et fais ce qu'il faut, fais ce qui est juste. Et puis même par rapport aux objectifs, quelquefois, la question à se poser, c'est avec qui j'ai envie de faire ça. Parce que c'est qu'on est consultant libre, Oui, c'est ça qu'on peut vivre. Hein, c'est qu'on a vraiment le choix aussi de vivre avec les gens avec qui on a envie de vivre, y compris les clients. Tu parlais des ouais, clients tout à l'heure, bons et mauvais clients. Il n'y a pas de bons et mauvais clients, mais il y a des clients avec qui je m'entends bien et c'est avec ceux-là qu'il faut que je travaille. Pour oui, ceux avec oui. qui je ne m'entends pas, bah, ma foi, ça c'est le grand choix. Donc consultant libre, c'est vraiment ça. C'est l'indépendance, le fait d'être libre de son choix de son temps, tes vacances, tu parlais tout à l'heure, bah oui, et puis en même temps d'apporter une singularité, quelque chose d'unique. Donc Oui. je trouve très chouette tout ce que tu as partagé avec, avec nous et avec les gens qui écoutent. Et puis ma grand merci Ben, ça me pour fait ce plaisir. témoignage, François. Ouais, Puis pour tous ceux qui n'ont pas compris, ben, rappelez-moi, je vais traduire. ok. Moi, je mettrai le lien aussi de ton site Aliter sous la vidéo. Ouais, Très bien. À bientôt. Merci voilà. beaucoup.